Oui, c'est Tom Simpson et beaucoup le considèrent encore aujourd'hui comme l'un des plus grands cyclistes de l'histoire. C'était l'un des cyclistes britanniques les plus accomplis de son époque. Dans les années 60, c'était lui la tête d'affiche. Regardez juste la longueur de son palmarès. Sa carrière, elle est grandiose, mais vous vous doutez bien que si je vous le présente pour introduire cette vidéo sur les pires cas de dopage, c'est pour une raison bien plus sombre. Nous sommes le 13 juillet 1967, lors de la 13e étape du Tour de France qui passe par le fameux Mont Ventoux. Pour braver cette section du parcours, faut en avoir du cardio. Ça demande une préparation physique bien rigoureuse et une grande endurance. C'est loin d'être l'étape la plus simple du Tour de France, carrément elle a été baptisée l'étape de la soif car la chaleur y est étouffante. On parle de température dépassant les 35 degrés. Pendant sa montée, Tom s'effondre sur les pentes du Mont Ventoux. Il est épuisé, il n'a plus aucune énergie et il finit par perdre connaissance. Très vite, le personnel médical déployé sur le tracé va tenter de le réanimer. Ils vont tout tester pendant plus d'une quarantaine de minutes, mais rien n'y fait. Il finit par succomber dans l'hélicoptère qui devait l'évacuer vers l'hôpital d'Avignon. C'est une histoire très tragique qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Tom, je vous le rappelle, c'était l'un des plus grands cyclistes de son temps. La plupart pensent qu'il a simplement succombé à cause de l'épuisement couplé à la chaleur extrême et à une déshydratation, mais pendant son autopsie, les médecins vont découvrir certains détails assez troublants. Des experts toxicologues vont se mettre à analyser le corps de Tom et ils vont trouver de très précieuses informations. Ils détectent la présence d'amphétamine et de méthylamphétamine dans son organisme, substance également retrouvée dans les produits pharmaceutiques découverts dans ses vêtements. Tom Simpson s'était dopé aux amphétamines pour mettre toutes ses chances de son côté. Bon, ce qui est important à préciser, c'est que la dose d'amphétamine qu'il avait prise n'était pas suffisante pour causer sa mort à elle seule, mais elle a clairement accentué les symptômes liés à son épuisement et sa déshydratation, couplés aux conditions météorologiques bien extrêmes. Les amphétamines, ce sont des substances qui stimulent le système nerveux central. Elles augmentent la libération de dopamine et de noradrénaline, et ses effets sur le corps sont les suivants. Sensation de puissance décuplée, que ce soit physiquement et mentalement, diminution de la fatigue, augmentation de la vigilance, voire sentiment d'euphorie. Ces effets, ils sont très avantageux pour les besoins des sportifs, ce qui explique que certains grands athlètes comme Tom Simpson s'y sont essayés pour améliorer leur performance. Mais si on parle que des effets positifs entre guillemets, on pourrait se dire que les amphétamines, c'est une bonne option pour décupler ses performances. La réalité, elle est tout autre. À court terme, d'abord, elles entraînent une accélération du rythme cardiaque, une élévation de la pression artérielle, une augmentation de la température corporelle et des troubles psychiques pas très marrants du genre anxiété, paranoïa, hallucination, bref. Si Tom n'en avait pas pris ce jour-là, peut-être qu'il aurait paradoxalement mieux supporté les conséquences de la chaleur et de la déshydratation. Vous l'aurez bien compris, dans cette vidéo, on va parler des pires cas de dopage. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, mais attention, je me dois de vous faire un disclaimer. Mon but ici, c'est vraiment pas de juger ceux qui en prennent. Je pars du principe que ceux qui en utilisent le font en pleine connaissance de cause, ils sont adultes, je suis personne pour juger. Mais il me paraît quand même important de vous raconter quelques affaires qui ont fait beaucoup de bruit à ce sujet. Il y a des histoires, je vous avoue, elles sont assez folles. Vous êtes actuellement sur ma chaîne secondaire où chaque semaine je vous présente des histoires de sport plus courtes et condensées que sur la principale. Et après les amphétamines, parlons d'un autre produit aux conséquences tout aussi sombres. Et pour vous l'introduire, faut que je vous parle de l'affaire Lyudmila Blonska. Lyudmila, c'est une athlète ukrainienne et sa spécialité c'est l'heptathlon et le pentathlon. Lyudmila, elle sait un peu tout faire, c'est une très grande athlète qui a quand même décroché une médaille d'argent en heptathlon lors des championnats du monde d'athlétisme de 2007. C'est une athlète qui a beaucoup de supporters, elle est très populaire dans son pays, elle fait bonne image, mais tout ça ne va pas durer. Ah, cette histoire c'est quelque chose, je vous préviens. Dans les années 2000, Lyudmila se fait un petit nom. Elle accumule les succès et très vite les regards vont se porter sur elle. Elle est très endurante, forte, polyvalente, franchement respect. Sauf que le 8 juin 2003, les ennuis vont commencer à affluer. Ce jour-là, elle participe à un test antidopage lors d'une compétition à Arles, en France. Elle fait le test, tout se passe bien, jusqu'à ce que les résultats tombent. Lyudmila est positive à une substance dopante interdite, le stanozolol. Alors le stanozolol, c'est un stéroïde anabolisant synthétique dérivé de la testostérone. En fait, les stéroïdes comme le stanozolol sont conçus pour imiter les effets de la testostérone dans l'organisme. C'est beaucoup utilisé notamment en muscu pour artificiellement paraître plus stock quoi. Leur utilisation sans prescription médicale est évidemment illégale et interdite pour des raisons logiques d'atteinte à l'équité des compétitions et de risque pour la santé. Ouais, parce que des effets secondaires, il y en a plus d'un. Si t'en prends à court terme, tu peux ressentir des troubles intestinaux comme des nausées, des maux de tête, des douleurs articulaires, tout ça. Tu peux aussi subir des crises d'acné et perdre quelques cheveux en passant, ça c'est bonus. Alors certes, quand on prend, les effets se font très vite ressentir, mais les conséquences sont tout aussi visibles si le dosage est mal contrôlé. C'est pour cette raison que la plupart des athlètes adeptes de la prise de stéroïdes font appel à des médecins qui supervisent un peu tout et qui s'assurent qu'il n'y ait pas de débordement quoi. Dans la première vidéo que j'ai sortie à ce sujet, bon elle date un peu, j'avais par exemple parlé du youtubeur GMK. C'est un collectionneur de voitures que vous connaissez sûrement, mais c'est aussi un grand adepte de musculation. Il y a quelques années, il a sorti une vidéo où il explique que par le passé, il prenait beaucoup de stéroïdes pour prendre de la masse musculaire.
Mais le gros problème, c'est qu'il se faisait absolument pas suivre. Résultat, son cœur avait pris en volume, ouais, parce que ce genre de produit augmente la masse de tous les muscles du corps, donc je te laisse imaginer le bordel que c'est quand ça touche les organes vitaux. Et son histoire s'est terminée aux urgences, où il a frôlé la crise cardiaque. Heureusement, entre-temps, il s'est bien relevé, il a arrêté du jour au lendemain sa consommation de stéroïdes. Mais maintenant, revenons à nos moutons un peu. C'est le cas de Lyudmila qui nous intéresse, et croyez-moi, son histoire est loin d'être terminée. Bon, elle se fait contrôler positive au stanozolol, elle est disqualifiée, et la sentence tombe. Elle écope d'une suspension de 2 ans à compter du 8 juin 2003. Pendant 2 ans donc, il se passe pas grand chose dans sa carrière, elle continue à s'entraîner de son côté parce qu'elle compte bien faire son retour sur les pistes un jour, et c'est en 2006 que Lyudmila peut enfin faire son grand retour et choquer le monde. Bon, maintenant son image est pas mal entachée à cause de cette affaire, donc faut vraiment qu'elle fasse profil bas et qu'elle prouve à son public que sans stéroïdes, elle est toujours aussi douée. Regagner la confiance du public après une telle affaire, c'est loin d'être évident, mais bon, elle veut se racheter quoi. En 2007, 1 an après sa suspension, elle tape, comme je vous le disais plus tôt, la médaille d'argent en heptathlon lors des championnats du monde d'athlétisme. C'est un énorme exploit, sa carrière elle prend une dimension tout autre après cet accomplissement, et jusqu'en 2008. Le 16 août 2008, Lyudmila participe au JO de Pékin. Elle fait une très bonne perf en heptathlon, elle termine à la 2e place, encore une fois c'est un très grand succès, mais 4 jours après, c'est l'heure du contrôle antidopage. Ouais encore. La suite, je vous la fais courte, le test passe, Lyudmila est à nouveau testée positive cette fois-ci au méthyltestostérone. Dans la même veine, hein, c'est un autre stéroïde anabolisant. Elle a déjà pris 2 ans, elle a réitéré, du coup cette fois-ci, elle s'est fait bannir à vie de toutes les compétitions. Ouais, là au moins ils étaient sûrs qu'il allait pas avoir de nouvelles tentatives. Vous vous en doutez, son histoire a vraiment fait scandale, clairement elle en a pris pour son grade. Mais bon, au moins ce qui est positif dans cette histoire, c'est que Lyudmila a été correctement suivie, donc elle a pas eu de grosses conséquences physiques à cause de ses prises de produits dopants. Contrairement à un certain Marco Pantani. Marco Pantani, c'est un cycliste italien reconnu par beaucoup comme l'un des plus grands grimpeurs de l'histoire du cyclisme. Il a marqué les années 90 avec son fameux bandana, ses ascensions et son style bien offensif en montagne. Son palmarès, il est vraiment conséquent, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est vraiment en 1998 qu'il a marqué l'histoire en remportant à la fois le Giro d'Italia, à savoir le Tour d'Italie, et le Tour de France. Un exploit rarissime dans le monde du cyclisme. Beaucoup le supportent, beaucoup l'admirent, mais avec le temps, de plus en plus de spectateurs assidus vont se mettre à douter. C'est dans la fin des années 90 que des soupçons de dopage vont commencer à émerger à son encontre, et ces soupçons vont finir par se confirmer en 99. Lors du Giro d'Italia de cette même année, alors qu'il dominait la course, Pantani est exclu avant l'avant-dernière étape en raison d'un taux d'hématocrite élevé détecté lors d'un test antidopage. Le taux d'hématocrite, c'est en quelque sorte le pourcentage de volume sanguin occupé par les globules rouges. Quand ce taux est plus élevé que d'habitude, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Pour les contrôleurs, cela ne fait aucun doute, ce taux beaucoup trop élevé de globules rouges a été causé par une prise d'EPO. Bon, faut savoir que l'EPO ou érythropoïétine, on va garder le terme EPO hein, si vous le voulez bien, bah c'est tout simplement une hormone naturellement produite par les reins qui joue un rôle très important dans la production de globules rouges. On en produit tous, c'est complètement normal d'en avoir, mais certains athlètes ont pour habitude de s'en injecter en grande quantité. Dans le cadre du dopage, s'injecter de l'EPO permet d'augmenter artificiellement et drastiquement le nombre de globules rouges dans le sang. Cette augmentation, elle permet d'améliorer la capacité de transport de l'oxygène vers les muscles, ce qui est particulièrement avantageux dans les sports d'endurance comme, je sais pas moi, le cyclisme par exemple. Sur le papier ça a l'air génial, hein, mais attendez de découvrir les effets secondaires. En fait, cette augmentation bien excessive du taux d'hématocrite, elle n'a pas que des effets positifs à court terme, hein, loin de là même. Et l'un des effets secondaires les plus sérieux, c'est l'hyperviscosité sanguine. L'hyperviscosité sanguine, c'est en gros l'épaississement du sang, ce qui augmente très fortement le risque de formation de caillots, d'accidents vasculaires cérébraux et de risques cardiaques. Le tout en perturbant au passage la production naturelle de PO par l'organisme. Ouais, tout de suite ça me fait moins rêver, hein, je sais pas où. Quand la nouvelle s'est répandue, ça a fait l'effet d'une bombe. Les médias qui d'habitude l'encensaient se sont mis à scruter toutes ses performances et ses actes avec suspicion, et les pressions se sont vraiment intensifiées. Marco, il était déjà connu pour sa sensibilité, et clairement cette transition brutale de héros national à figure controversée voire même détestée, il l'a vraiment mal vécu. Son public lui faisait confiance, il était une très grande figure du cyclisme à l'international, mais il a voulu jouer et il a perdu toute sa crédibilité et son image. La descente aux enfers est bien rude, dans le fond Marco savait qu'en s'injectant de l'EPO, il s'exposait au risque de se faire cramer par le monde entier, mais d'un autre côté, sans le dopage, il était moins performant. Il est là en fait tout le dilemme, si t'en prends pas, tu feras des classements moins fous et tout le monde va finir par t'oublier, j'extrapole mais c'est un peu ça le schéma de pensée, et si t'en prends et que tu restes assez discret, tu pourras rester compétitif
objectif et garder du succès. Enfin, avant de te faire rattraper par les autorités ou par les effets secondaires des produits dopants. Je sais pas vous, mais perso, je préfère me faire arrêter et rester en bonne santé que l'inverse, y a pas photo. Bon, Marco, il a pas eu de soucis de santé à cause des doses d'EPO qu'il prenait, mais la pression médiatique et le fait que son image de talentueux cycliste ait explosé en plein vol l'ont fait sombrer dans la prise de substances bien plus nocive. En 2000, un an après sa suspension du Giro d'Italia, Marco est de retour sur son vélo, mais lors du Giro d'Italia, c'est la douche froide. Marco n'arrive qu'en 28e position. Il est clairement sur une période de déclin, il a perdu la confiance de beaucoup de ses supporters, ses résultats sont beaucoup moins bons qu'auparavant, et en perso, Marco se réfugie de plus en plus dans la poudre blanche. Marco tombe en dépression, son addiction le ronge jour après jour, et c'est le 14 février 2004 que Marco Pantani est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Rimini, après une overdose de poudre blanche couplée à des antidépresseurs. Sa consommation de stupéfiants l'a indirectement tué. Il n'a pas réussi à se relever après ces accusations, et la fin de cette histoire est vraiment tragique. Des histoires de dopage dans le sport, vous vous en doutez, il en existe plein d'autres. Dans cette vidéo, je vous en ai raconté 3 qui m'ont pas mal marqué, mais n'hésitez pas à m'en suggérer d'autres pour un potentiel prochain épisode. On est bientôt 10 000 sur cette chaîne secondaire, merci beaucoup pour tout votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner si ces petits formats d'histoire de sport vous plaisent. Allez, salut!